Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, comme tous les mercredis soirs, 20h, 21h, toute l'actu Apple en direct, c'est sur Watch TV, et ce soir émission très spéciale, puisque comme promis, je suis dans le studio de Watch en direct, avec cette petite merveille dont on vous a beaucoup parlé ces dernières semaines. On avait suivi la keynote, et puis on a beaucoup attendu l'arrivée des premiers exemplaires en France, vous le savez. Certains de mes petits camarades qui avaient eu la chance d'aller à Cupertino pour la keynote avaient eu les tout premiers modèles de ce de ce MacBook Pro plutôt. Allez, je suis plus réveillé. Ce MacBook Pro 15 pouces Touch Bar. Et voilà, on a récupéré notre exemplaire de test. Et il est là pour ce soir, pour que on commence à jouer avec. Et que vous soyez aux commandes. Moi, je serai uniquement l'exécutant de ce que vous allez me demander sur Twitter. Évidemment, sous le contrôle de nos 3 experts du jour. Vous les connaissez par cœur. Contrôle judiciaire. Les présentations. Qui a parlé ? C'est toi, Eddy, hein ? Non, c'est moi. Ah, c'est toi, Guillaume. Eh ben, ça tombe bien, je voulais commencer par toi. Salut, comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Fin d'année chargée, comme souvent pour moi. Donc voilà, dans mon activité professionnelle. Donc beaucoup de boulot, mais ça va. Ouais. On va rappeler que tu es développeur un peu à tes heures perdues. Ouais, mes heures vachement perdues, même. C'est perdu façon Lost, hein, la série télé, si tu veux, à ce niveau-là. Oui, et puis donc surtout mon activité professionnelle, donc je suis consultant, formateur, informagicien, comme j'aime à le dire. Ouais. Et Discmaker, alors, il y a une petite mise à jour en stand-by, non ? Ouais, il y a des mises à jour en stand-by, il faut que je les lance. Là, j'étais un peu débordé ces temps-ci, mais je vais essayer de m'y mettre un petit peu peut-être ce week-end si j'y arrive, pour corriger les derniers petits bugs qui restent à droite à gauche et pour que ça marche bien avec Sierra surtout. Ouais, mais pour autant, moi je l'ai utilisé pour me faire une petite clé, ça marchait. Ah bah oui, mais ça marche, et puis des fois ça marche pas, ça dépend. Tu sais, le problème c'est qu'après tous les gens n'ont pas tous les mêmes configurations, donc ça peut des fois poser souci. Donc, voilà. Bon, c'est quand même, je vais pas te mettre la pression, hein, mais c'est quand même un soft hyper important. Si vous avez un seul Mac encore, ça va, parce que vous allez télécharger une fois la mise à jour et l'appliquer, mais si vous avez plusieurs Mac, voire si vous avez une petite entreprise et que vous devez le déployer sur plein de machines, et là vous m'appelez, comme ça je vous vends de la Presta. Qu'est-ce que t'as dit ? Si vous avez des Mac et que vous avez une entreprise, vous m'appelez, comme ça je vous vends de la Presta. Voilà, c'est ça, voilà. Vous appelez Guillaume Jette, vous le trouvez partout facilement. Et voilà, c'est un des meilleurs experts du secteur. Et autant le dire puisque tu es là. Hein. Absolument, dites-le fort. Bon, en fait, on a 3 experts avec nous, comme chaque fois. Les experts Paris, les experts Marseille et les experts du Nord. Exactement. Voilà. Et là, on est chez les experts Nice, puisque tu es sur la Côte d'Azur. Salut, Eli Habitbol. Bonsoir à tous. Ça y est, nous avons passé l'alerte orange. Donc, la Côte d'Azur n'a pas sombré sous les flots. Donc, nous sommes là et tout va bien. Voilà. Et tu as gardé de l'alerte le pull, en fait. Exactement. C'était pour pouvoir être repéré en cas d'inondation. Très bien. Eli, donc toi, c'est MCS. C'est deux enseignes à Nice et à Cannes. Exactement. Et on est dans l'univers Apple depuis longtemps. Exactement. Tu étais toi aussi très impatient de voir arriver ce MacBook Pro. Et oui, et je ne l'ai pas eu, et du coup j'ai lancé le hashtag pour ce soir qui était mauvaise foi, car je vais essayer de vous prouver que le 13 pouces, qui est le seul que j'ai réussi à avoir, est mieux que le 15 pouces merveilleux que tu as sous la main. Non, tu vois, le mien c'est le meilleur. Tu vois, je vais vous le prouver ce soir. Mais le mien, il est plus fin et plus petit. Mais au moins tu as pu jouer un peu avec. Absolument. Très peu, mais un petit peu quand même. Bon. Et puis, également avec nous, c'est un des autres visages familiers d'iWeek, c'est Eddy Magnette de tablettetactile.net. Salut Eddy. Salut Benjamin, avec moi on remonte dans le nord, puisque on passe de Nice à Lille, et toujours oui sur tablettetactile.net, où spécialiste d'iOS, je raconte parfois les histoires autour de l'iPad et de l'iPhone. Et puis sur objeco.com, où là je parle plutôt d'objets connectés, en lien ou pas d'ailleurs avec l'univers Apple. Ouais, je ne connaissais pas cette deuxième facette de ta
Alors c'est vrai que le site a 2 ans à peu près, et alors c'est sur mon temps libre, donc forcément j'y suis pas régulièrement, mais là très prochainement par exemple je vais préparer le test de l'Apple Watch série 2 pour le site objeco.com. D'accord, très bien. Eh ben écoute, je vais aller voir. Je ne le connaissais pas, donc ça fait une première présentation, c'est sympa. Bon alors ce MacBook Pro, il est là. Alors, première surprise, première surprise en le déballant. C'est d'abord cet adaptateur secteur que je vous montre. Alors, comme ça, il a l'air de ressembler énormément à ceux dont vous avez l'habitude. Il est composé de cette partie-là, qui est forcément très familière. Il se reconnaît à ce connecteur USB-C dans lequel vous allez venir... enficher. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Enficher le câble. Voilà. Et à l'autre extrémité, USB-C également, vous allez le brancher dans le Mac. On retrouve ce connecteur pour la prise murale, mais il manque quelque chose dans la boîte. Et ce qui manque, c'est l'extension, le prolongateur. La rallonge. Hein, qui manquait dans la mienne en tout cas, à tel point que j'ai failli défoncer la boîte pour trouver cette extension de câble secteur sur la partie en plastique qui est collée, qui est soudée au carton, et en fait, il n'y a pas. Et oui, parce qu'en fait, Apple a fait une économie de 25 €, enfin, beaucoup moins pour elle, mais ça lui permet en fait de revendre le câble derrière à 25 €. Alors, sachant en plus ce câble de rallonge qui mesure 2 mètres, je crois à peu près, a une particularité, c'est qu'au moins, lui permet de mettre la machine à la terre, ce qui n'est pas le cas si vous avez le câble de base. Exactement. Donc, et ça peut être embêtant parce que ça peut du coup déclencher des picotis si votre terre n'est pas terrible, si vous avez une mauvaise liaison à la terre, mais du coup, votre machine qui est métallique peut faire passer un petit peu des picotis et ça peut être désagréable. C'est super important ce que tu dis, Guillaume. Voilà à quoi ressemble le câble d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Ah ouais, tu en as un. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Mais c'est un ancien, car les nouveaux ne l'ont pas. Voilà. Donc c'est la première fois. Moi j'en ai récupéré plein et du coup je fais plein de thunes. C'est la première fois qu'il n'est plus fourni avec un Mac portable. Ouais, tout à fait. Alors, il faut savoir, cela dit, qu'on peut aussi utiliser un câble adaptateur standard, enfin le câble à 2 broches dans le chargeur. Hein, en fait, l'embout est standard. Donc, en réalité, vous pouvez aussi mettre un câble, genre si vous avez une radio qui traîne et vous avez ce vieux câble, voilà, vous pouvez utiliser ce câble-là pour l'utiliser comme rallonge, mais vous n'aurez pas la terre. Ça, c'est dommage. Bon, petites économies de bout de ficelle. Non, moi je pense que c'est même bout de câble. Pas très digne, quand même. Hein, non, moi je trouve que c'est même des plus grosses économies. Ellie, hein. Ouais, mais écoute, moi je trouve qu'Apple fait même de plus grosses économies que ça, parce que par rapport à l'ancienne génération de MacBook Pro, le packaging, la boîte est beaucoup plus petite. Et comme Apple bouge des dizaines de millions de boîtes depuis la Chine jusqu'aux 4 coins de la planète, plus la boîte est petite et légère, moins ça coûte cher à transporter. Et donc, des petites économies comme ça, le câble, c'est quelques dizaines de grammes, la boîte, ils ont gagné quelques dizaines de grammes, et tout ça multiplié par des millions d'unités, ça fait beaucoup de sous pour les actionnaires. Alors, c'est pas évident parce que je change de caméra et c'est un peu troublant, mais je vais y arriver. Donc, on est réunis autour notamment de cet engin-là, que vous voyez à l'envers parce qu'il est posé devant moi. C'est le fameux 15 pouces, le MacBook Pro 15 pouces Touch Bar, il est là. J'ai volontairement fait un gros plan sur cette partie-là du Mac parce que c'est la partie qui va nous intéresser le plus. Il y a un premier point à noter, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il n'y a plus de bouton d'allumage. Oui, tout à fait. En fait, ça s'allume automatiquement quand on l'ouvre, en fait. Exactement. Alors, ça peut se désactiver, il y a la fonction, a priori, il y a une ligne de commande qu'on peut faire pour, si on veut changer le comportement. Ouais, c'est surtout, non, c'est en fait, il s'allume aussi automatiquement dès qu'on branche le chargeur secteur, en fait. Et il ne fait pas de bruit. Alors, il ne fait pas de bruit de démarrage. Oui. Ça aussi, on peut le changer. Attends, résumons déjà, parce que ça fait déjà un premier gros changement. Pour tout vous dire, j'ai essayé de l'éteindre tout à l'heure, j'ai presque eu du mal. Et au moment de la rallumer, je me suis dit, mais comment je fais pour l'allumer ? Et en fait, il suffit, voilà, tu l'ouvres, en fait, il s'allume, en fait. Voilà. Et effectivement, quand tu branches le chargeur, en fait, il va s'allumer automatiquement quand il arrive. Exactement.
Bon, c'est un premier changement. L'autre changement dont on parlait la semaine dernière et la semaine précédente, c'est qu'effectivement, au démarrage, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus le fameux son de démarrage Apple. Est-ce que toi, Ellie, qui a pu faire un peu la même expérience, est-ce que ça t'a manqué? Bah oui, c'est ce son qu'on entend depuis tellement d'années. Là, c'est très rapide l'allumage, mais c'est dans un silence total. Donc oui, ça me manque, mais d'après Guillaume, on peut le rétablir. Donc il va nous expliquer comment. Il y a une ligne de commande à taper en fait pour modifier un paramètre du Mac qui s'appelle la NVRAM, qui contient différents paramètres de démarrage, et en fait on peut effectivement taper une commande, vous la chercherez sur le net, j'ai la flemme de chercher pour vous. Par contre, ce qui est important, c'est qu'en fait, pour moi, l'absence du son, plus que le symbole, le problème, c'est un problème technique. C'est qu'en fait, pour nous techniciens, moi consultant ou mes autres camarades techniciens, le son de démarrage du Mac, des fois, c'est juste la première chose qui nous permet de savoir si le Mac va bien ou pas. Absolument. Exactement. Et voilà, donc en fait, parce qu'en fait, le son de démarrage, il y a un moment où le Mac, normalement, fait ce qu'on appelle le POST, donc qui est le test de démarrage, enfin de pré-démarrage, en fait, de la machine. Et normalement, ce son survient quand le test de démarrage est complètement effectué correctement. Donc pour moi, des fois technicien, des fois, ça me permet de démarrer, de savoir le son de démarrage, ça me permet de dire, bon, bah la machine va bien ou elle a vraiment un problème. Enfin, ça, voilà. En l'absence de ce son, il y a des diagnostics qui vont être plus compliqués à faire. Et de ce côté-là, pour moi, pour un peu du purement technique, je regrette l'absence du son de démarrage. Ellie ? Oui, je suis d'accord totalement. Juste une remarque, on a un tweet qui nous dit qu'il n'y a pas de son sur l'application iOS. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux gérer. Écoute, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Si vous m'entendez, le son existe. Hein, donc, Bon. Enfin, nous, on t'entend très bien, c'est juste... c'est curieux. C'est Marcos on va essayer de se pencher qui sur nous la dit. question, mais il n'y a pas de raison. C'est curieux. Vous êtes plusieurs à nous faire ce retour-là, donc c'est forcément qu'il y a une raison depuis la semaine dernière. Mais objectivement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de son. Donc et souvent, vous nous faisiez la remarque sur l'appli, et nous, on faisait l'essai dans la foulée, et ça marchait. Donc... parfois vous êtes aussi sur vibreur et ça coupe votre son, donc faut faire attention à ces petites choses là qui parfois nous mettent un petit peu dans l'erreur. Donc après la démo, j'ai aussi apporté quelques échantillons de produits compatibles USB-C. Donc si on a le temps, je vous montrerai les premiers accessoires pour ce nouveau MacBook qui sont enfin arrivés. Ah bon, j'en ai un ou deux moi aussi, on a peut-être les mêmes d'ailleurs. Et puisqu'on parle de démarrage, moi j'avais une question à poser à Benjamin. Est-ce que tu as pu tester le Touch ID au lancement avec plusieurs utilisateurs ou pas? Oui, absolument. Et donc, est-ce que ça lance bien la bonne session en fonction de l'empreinte qui est posée sur le capteur? Absolument, absolument. Ça marche avec 5 ou 6 doigts, je crois, de mémoire. Alors non, justement, c'est limité à 3. Grosse déception. Oui, par rapport à l'iPhone où on a 5 doigts, le Mac que 3. Donc j'ai eu la surprise tout à l'heure parce que... Mais on avait annoncé 5 ou 6 lors de la keynote, non? Ben écoute, en tout cas, par session, tu es limité à 3. Parce que nous, comme c'est une machine de démo et qu'il y a plusieurs commerciaux qui vont l'utiliser dans le magasin, j'ai commencé à enregistrer les empreintes des commerciaux. Et ben quand je suis arrivé au 3e, il m'a dit, il n'y en a plus, il faut en enlever une. Est-ce que c'est pas non plus parce qu'on va l'utiliser quasiment qu'avec la main droite, ce capteur, alors que sur l'iPhone, on peut l'utiliser avec les deux mains? Je pense qu'il y a ça, en fait, la position centrale du bouton fait que, sur l'iPhone, fait qu'en fait, le Touch ID, on va pouvoir l'utiliser avec le pouce droit ou gauche, ou un index, selon les cas. Mais bon, je connais rarement de gens qui enregistrent plus de 3 doigts, quand même, sur leur iPhone. Maintenant, sur un Mac, oui, le Touch ID, le bouton étant automatiquement placé à droite de l'écran, grosso modo, il y a de fortes chances que vous utilisiez, un des 5 doigts, enfin, 3 maximum des 5 doigts de votre main droite. Je vois pas l'intérêt de passer la main gauche, même si vous êtes gaucher, je vois pas l'intérêt de se dire tiens, non, je vais prendre mon doigt gauche pour aller appuyer sur le Touch ID. C'est un peu ridicule. Donc ça me choque pas. Alors c'est vrai que techniquement c'est un peu bizarre, mais ça me choque pas outre mesure. Puis sinon on mettra ça dans une prochaine mise à jour et puis voilà. Par exemple, c'est 3 par session si j'ai bien compris. Hein, ouais, c'est 3 par session, je pense. Voilà. Sur une machine à 2000 ou 3000 euros, ils auraient quand même pu mettre au moins un adaptateur USB-C vers USB normal pour qu'on puisse brancher un iPhone. Cet adaptateur qui vendait 25 euros, qu'ils ont baissé temporairement à 9. Ouais.
mais qui va repasser à 25, le temps que les machines arrivent. Oui, parce qu'autant dire que... Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, grosso modo, dans ce cas-là, autant mettre des ports USB standards sur la machine. Ça n'a aucun intérêt de dire on va vous forcer, parce qu'on est cool, on va vous mettre des adaptateurs USB-C. Non, l'idée d'Apple, c'est de dire on va vous forcer quand même à passer à l'USB-C parce que ça a aussi des avantages et basta. Donc, plutôt que de se dire on va mettre des adaptateurs, etc. De toute façon, les adaptateurs, tu n'en as peut-être pas forcément besoin. Pour aujourd'hui, toi, tu penses que tu en as besoin. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est leur premier ordinateur, ils n'ont peut-être jamais besoin d'avoir un adaptateur USB sur eux. Donc, pourquoi leur forcer à avoir un truc en plus dans le sac, c'est tout. C'est vrai que si on reprend ta logique, Guillaume, on aurait pu se dire du coup, quand Apple a sorti le premier iMac sans lecteur CD-DVD, il aurait dû mettre un SuperDrive à l'intérieur parce qu'il n'y avait plus le lecteur CD-DVD. Donc effectivement, là je te rejoins, Guillaume, Apple à un moment donné a tranché. Et à partir du moment où il a tranché, il n'y avait pas de raison de mettre un adaptateur. Mais par contre, le prix des adaptateurs fait débat. Ils font des coupes franches, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un moment, ils disent bon, on a une ancienne technologie qui était ce qu'elle était pendant 10 ans, maintenant on passe à autre chose. Le problème, c'est comme pour l'iMac, c'est un cas classique, l'iMac, c'est une machine de transition complète et on est passé sur une nouvelle technologie. Avant, il y avait l'USB qui commençait à arriver et Apple a dit maintenant on va passer réellement à l'USB, on va abandonner nos vieilles technologies legacy, on va passer archaïque, en fait, on va dire, on va passer à des choses plus modernes et plus standards dans le monde PC. C'est ce qu'ils ont fait sur les années suivantes. Là où on pouvait râler à l'époque, et qu'on peut moins râler aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand par exemple le premier Mac G3 bleu-blanc est sorti, il n'y avait pas d'adaptateur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez brancher un disque dur externe ou votre scanner sur votre nouveau Mac qui est tout juste de sortir en 99, il fallait attendre 2-3 mois pour pouvoir le brancher. Là aujourd'hui, la plupart des adaptateurs sont déjà dispo, il y en a qui coûtent très peu cher et qui vous permettent d'utiliser la plupart de vos appareils directement sans trop de difficultés. Donc il y aura une période transitoire un peu difficile pour les gens qui passent sur cette nouvelle machine, et puis d'ici quelques années, on n'en parlera plus. Benjamin, je t'interromps. Il y a vraiment pas mal de monde qui disent qu'il n'y a pas de son. Donc, on a aussi bien Alexandra, Philippe. Donc, ils nous disent pas de son, pas de son. Ils disent il doit y avoir 3 personnes qui arrivent à vous écouter. Ah, mais s'il y a 3 personnes, ça veut dire que ça marche. Est-ce qu'il y a des témoignages d'internautes ou de spectateurs qui ont le son parce que... Eric V nous dit pas de son sur Dailymotion et ils nous disent qu'il n'y a pas de Facebook Live ce soir. Mohamed nous dit vrai problème de son. Alors par contre, Derder Motus nous dit pour ceux qui n'ont pas de son, allez sur playtv.fr/télévision/watch TV et là ça marche. Alors, pour tout vous dire, Dailymotion, ça passe par un prestataire avec qui on a des petits soucis techniques en ce moment. Et le player Dailymotion est le player aussi des applis mobiles. Donc, si ça coince sur Dailymotion, c'est normal que ça coince aussi sur les applis. En revanche, si vous nous regardez sur les box, par exemple, si vous avez du son, c'est que le problème est vraiment du côté de Dailymotion. Ça part de chez nous, donc on ne peut pas faire grand-chose. Là, on les a prévenus, mais voilà, pour l'instant... Et ils disent pas de son sur le site Watch TV, donc c'est pareil peut-être sur Dailymotion aussi. Dailymotion, voilà, c'est un peu le souci. Donc la solution, allez sur les box ou allez sur l'adresse qui est sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Donc Derder Motus nous donne une adresse qui marche. Donc cliquez sur son tweet et vous allez retrouver le son. Bon, et il y a Titus Andronicus qui confirme que le son marche bien sur les box Orange, donc a priori sur les box ça fonctionne, mais ça fonctionne pas sur le player Dailymotion. Donc c'est au niveau de Dailymotion que ça coince, voilà. Ou du prestataire qui est entre Dailymotion et nous en fait. Donc c'est un peu le problème de faire des émissions à 20h, c'est que dans ce genre de cas, c'est pas la meilleure heure pour faire intervenir des techniciens qui en général ont quitté. Support technique, bonjour. La hotline sera ouverte demain matin à 9h. Je vous remercie de votre appel. C'est un peu ça. Bon, voilà. Écoutez, on va essayer quand même de s'en sortir. J'invite ceux qui ont pas le son et vous pouvez peut-être faire passer le message sur Twitter de ma part à regarder le replay dans pas longtemps, là, d'ici 22-23 heures. On va faire comme ça en attendant que ça revienne. Alors comme promis, je vous ai promis d'être à vos ordres pour la manipulation de ce MacBook Pro. Appuyez sur la touche A. Est-ce que vous voulez qu'on commence par quoi vous voulez qu'on commence, voilà. On parle de la RAM. Allez, vas-y. Non,
Allez, juste un petit mot sur la RAM de la machine, parce qu'il y a une critique qui est récurrente qui est venue sur le fait qu'Apple ne mettait pas d'option à 32 Go sur cette machine, alors que ces machines, les MacBook Pro ont saturé à 16 Go depuis quelques années, et certains utilisateurs, plutôt des utilisateurs avancés, auraient voulu avoir une option 32 Go. Malheureusement, pour le coup, le problème vient pas d'Apple, il vient d'Intel, qui, pour ses processeurs, propose en fait un chipset qui n'est compatible qu'avec un certain type de RAM, qui sont des RAM, en fait qui permettent de consommer moins d'énergie, parce que la mémoire en fait d'un ordinateur consomme de l'énergie, et plus elle a de mémoire, plus elle consomme. En fait, c'est aussi bête que ça. Et des fois, elle consomme même s'il n'est pas utilisé spécialement. Donc, du coup, le problème c'est ça, c'est qu'en fait, pour avoir une machine avec de meilleures capacités de RAM, il aurait fallu qu'Apple change le type de mémoire de sa machine. Et là, par contre, les mémoires qui étaient compatibles pour avoir des modules 32 Go, pour la possibilité de monter 32 Go, là, la mémoire consommait beaucoup plus d'énergie. Donc, ça aurait eu un impact sur les batteries, ou ça aurait dû changer le design de la carte mère, etc. C'est la justification qu'est donnée Apple, et je veux plutôt bien leur donner crédit à ce niveau-là. C'est quelque chose qui va changer l'année prochaine, lorsque Intel aura sorti ses nouveaux processeurs, qui, eux, permettront l'utilisation de quantités de mémoire supérieures avec les portables. Voilà. Tout ça pour ça. Donc, tout ça pour dire que c'était pas la faute d'Apple. Ouais, ils ont parlé du design de la carte mère, ils ont montré que la RAM était soudée et que pour mettre plus de RAM, il aurait fallu redesigner la carte mère. C'est une des explications. Après, et encore pour ça, qu'ils redesignent les cartes mères, ça pouvait être vite fait. Le problème, c'est qu'en fait, Apple est dépendant d'Intel, tout comme à une époque, ils étaient dépendants de IBM ou de Motorola pour leurs processeurs, et pour les chipsets intégrés, là, ils sont dépendants d'Intel sur certaines technologies. Donc, du coup, je pense que ça doit les agacer fortement, mais là, Intel a eu du retard, ils n'ont pas eu le choix, il a fallu s'adapter. Voilà, bon. Ça va pas tarder à changer, hein. On le disait il y a une quinzaine de jours, on est dans une situation un petit peu intermédiaire, on attend la nouvelle génération de processeurs. Ça, c'est un peu, la nouvelle génération arrivera avec plus de capacité, mais elle n'est pas là. Donc à un moment, il faut quand même que les produits sortent, et puis même si Intel dit le nouveau processeur est dispo dans 2 mois, le test d'intégration dans une machine comme ça se fera pas en une semaine, quoi, très clairement. Ça prendra du temps. Donc on va lancer un nouveau hashtag 2000 ou 3000 suivant le modèle, parce que ça veut dire que dans quelques mois, il faudra racheter un Mac. Ça, c'est le problème, évidemment. Ça va coûter quand même. Mais d'un côté, la question ne se serait pas posée. Même si tu avais voulu acheter dans 3 mois pour avoir plus de RAM, tu aurais quand même racheté la machine parce qu'il fallait changer le processeur qui lui aussi est soudé de toute façon. Donc là, donc si vous voulez vraiment une machine avec 32 Go, n'achetez pas ces modèles-là. De toute façon, vous n'aurez pas 32 Go. Patientez un peu, l'année prochaine, vous aurez sûrement quelque chose qui vous apportera toute satisfaction. Pardon. Voilà. Ça n'empêche que, comme je c'est dis le toujours, point de vue du technicien. Comme je dis toujours, il faut acheter la machine dont on a besoin quand on en a besoin. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Il faut accepter des fois que la machine, effectivement, dont vous avez besoin, ce ne soit pas forcément la machine totalement idéale. Après, si vraiment vous avez besoin de plus de RAM, peut-être qu'il faudra juste prendre une machine de bureau et vous n'aurez pas le choix. C'est tout. Bon, ceci dit, avec 16 Go, on fait pas mal de choses quand même. Ouais, après le problème, c'est pas forcément Voilà, c'est quand même des usages très particuliers. Hein. On est d'accord là-dessus. C'est pour 99% des utilisateurs, sera suffisant. Par contre, quelqu'un qui veut faire de la musique ou de la vidéo avec des effets très lourds, des choses comme ça. Alors, on dira que le SSD qui intègre les machines, qui a un disque très rapide, va compenser ce manque de mémoire. Le problème, c'est que dans ce cas-là, ça a un impact sur la durée de vie du disque, puisqu'en fait, tout ce qui est traité en mémoire va être transféré temporairement sur votre SSD, et celui-ci a une durée de vie qui est prédéfinie en usine par la technologie et par cause de la technologie du SSD. Donc, on sait qu'ils ont droit à un certain nombre de cycles de lecture-écriture, et là, il y a un risque que votre disque s'abîme un peu plus vite que prévu, quoi. Benjamin, tu as ta première requête. On veut voir défiler des photos ou des vidéos sur la touch bar. Ouais, voilà. J'ai vu. Alors, peut-être qu'il y a un premier point dont on peut discuter, parce que c'est très important pour on va dire l'impression qu'on a et le plaisir qu'on a à utiliser le MacBook Pro. C'est ce clavier avec cette évolution des touches papillons. Elie, je sais pas si tu as eu l'occasion de tapoter dessus, mais je vais juste vous faire une petite démonstration. Je vais incliner mon micro vers le clavier et vous allez voir ce qui se passe. Il ne se passe rien. Si. J'ai compris. Il y a eu beaucoup de critiques en disant que le clavier était très bruyant. Eh ben, il est très bruyant. Alors ça, c'est le... Ouais.
Il est extrêmement bruyant, mais c'en est gênant, hein, parce que je trouve que ça résonne. Et puis le son est très Il y a un son très sourd, a priori. Il y a un impact. Alors, effectivement, la course de chaque touche est très courte, mais du coup, il y a un impact. Et même quand on essaye de taper doucement, mais il fait quand même du bruit, quoi. Oui. Alors, j'ai très peu utilisé le clavier du MacBook. Je sais pas si ça s'est, entre guillemets, dégradé par rapport au MacBook. Oui, un peu. Par rapport à celui du MacBook, je trouve que celui-là fait plus de bruit. Mais c'est vrai que je l'ai testé un tout petit peu depuis hier soir. Et on en est arrivé à essayer de taper doucement parce que le bruit est gênant. Et en fait, on tape tellement doucement que des fois, on ne tape pas. C'est-à-dire qu'il manque une lettre. C'est un peu incroyable. Exactement. Après, il y a des gens qui adorent ça, les claviers qui font du bruit, donc bon, why not? Bon, je pense que ça risque quand même d'être plus gênant, effectivement, qu'autre chose, surtout si vous tapez le soir à côté de votre compagne sur le clavier, ça peut être gênant. Bon voilà, donc petite réserve sur le clavier. C'est dommage parce qu'il est effectivement, je le trouve confortable. Je trouve qu'effectivement, ces touches qui sont très réactives, c'était top, mais il aurait fallu avoir la version avec silencieux, quoi. Bah dans la V2, alors c'est prévu pour la V2. Tu crois? Mais c'est déjà la V2. Hein. C'est déjà la V2. Ah bah la V3 alors. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que la V1, c'était sur le MacBook de l'année dernière, MacBook 12 pouces. C'est vrai. Mais c'est vrai que cette semaine, j'ai vu passer des articles, et je crois que Mac Génération en a fait un, sur le bruit du clavier, et ils ont retrouvé un petit audio qui compare les trois bruits de clavier, la génération précédente, je crois, le clavier d'un iMac, il me semble, et puis ce MacBook. Et c'est vrai que le son a l'air beaucoup plus sourd et beaucoup plus important. Et comme le disait Guillaume, quand on va ou se mettre au lit le soir avec le MacBook, ou on va se retrouver dans un amphi avec ce genre de machine, s'il y a plusieurs personnes qui ont le même MacBook, ça va faire du bruit à un moment donné. Ça va faire des vibrations qui vont faire trembler l'amphi, qui va le faire écrouler. Voilà. Exactement. Ce sera le clavier gate d'Apple. Mais j'ai un scoop pour vous. Dans la V5, le clavier sera entièrement OLED et tactile, donc il ne fera absolument pas de bruit. Bon, ça coûtera quand même un bras, hein, mais pour 7 ou 8 000 euros, vous aurez un clavier totalement silencieux. Voilà. Probable. C'est probable. Je remonte vos tweets parce que j'ai pas encore eu l'occasion de vous dire bonsoir et de vous saluer comme il se doit, mais vous êtes très nombreux à être là, forcément. On s'en occupe. Pardon ? On s'en occupe, on leur répond. Vous en occupez ? D'accord. Bah, ouais. Je peux quand même dire bonjour à tous ceux qui sont là. Effectivement, le petit souci de son sur Dailymotion, vous êtes très nombreux à l'avoir relevé à nouveau. Je suis désolé, on va essayer d'arranger ça, mais bon, c'est toujours compliqué à ces heures-ci, malheureusement. Philippe Legrand qui nous dit c'est de la torture de regarder iWeek sans le son. je vais bien le croire. Déjà qu'avec son, c'est une torture, alors sans son, ça doit être compliqué. Bon, confirmation que sur les box, ça marche. Et merci d'avoir fait passer effectivement le lien de Play TV, qui est encore un autre départ pour nous ici. Et c'est normal que le son fonctionne, parce que le problème vient vraiment de Dailymotion et de ce qui se passe juste en amont de Dailymotion. Alors effectivement, je commence à remonter vos mails, donc des réactions sur la RAM. Hein. Thierry qui te dit, Guillaume, qu'il voit pas trop l'intérêt de 32 Go de RAM. Alors oui, pour 99% des êtres humains, je suis bien d'accord, ça paraît pas très intéressant. Comme je l'ai dit, c'est pour les applications musicales où on peut insérer des plugins et puis voilà, Apple le vend comme une machine pour les pros. Hein. Donc les pros, c'est aussi le marché de la vidéo, c'est le marché audio. C'est par exemple si vous voulez lancer beaucoup de machines virtuelles, par exemple lancer plusieurs systèmes simultanément pour faire des tests, ça peut être intéressant d'avoir beaucoup de RAM pour attribuer de la mémoire à chaque machine. Bien entendu, je suis bien d'accord, si votre principal outil de travail c'est Word, ça ne vaut pas le coup d'avoir 16 Go de RAM, quoique. Si vous voulez ouvrir un document de 4 pages, oui, il faudra 16 Go de RAM. Mais plus sérieusement, non, évidemment, pour 99% des utilisateurs, 16 Go suffiront. Tout comme chez Bill Gates disait, 640 kilooctets de mémoire suffiront bien à tout le monde dans les années 80. Donc, on a vu où ça en est, hein, évidemment. Ouais. Donc, pour aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'impact. Pour le futur, ça peut en avoir. Donc voilà, pour la RAM, c'est sûr que on va dire que c'est peut-être pas la priorité, mais ça peut avoir
un intérêt pour certains. Titus nous dit que sur les MacBook 12, il n'y a pas ce problème de bruit du clavier. Ça veut dire que la première génération des touches papillon n'en faisait quasiment pas. Ça confirme ce que tu disais, oui, absolument. Ça fait du bruit par rapport à l'ancien clavier. Le clavier papillon fait plus de bruit. Mais dans le MacBook, il fait moins de bruit que dans le clavier de MacBook Pro. Ouais. C'est curieux que ce point-là n'ait pas posé problème à Apple et qu'ils aient validé le clavier dans cette configuration-là, parce que c'est... Je sais pas, ça me semble hyper important. Oui, on est tous d'accord. Eddy, toi qui es un homme de tablette... Oui. Est-ce que le clavier est une interface homme-machine que tu essayes d'éviter ou que tu utilises malgré toi? Alors honnêtement, les premières années de l'iPad, j'étais un peu radical en disant que l'iPad se suffisait, que le clavier sur une tablette tactile pouvait suffire, que c'était pas la peine d'avoir un clavier externe avec des vraies touches. Et j'avoue qu'avec le temps, surtout quand on doit écrire des textes un peu longs, j'en suis un peu revenu et j'utilise de plus en plus le clavier de mon iMac, qui est un clavier Bluetooth que j'associe avec mon iPad. Et c'est vrai que je suis revenu tout doucement au clavier. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je travaille sur un texte qui est assez long, j'ai du mal à me séparer d'un clavier physique. Mais alors par contre, de plus en plus, j'utilise la dictée vocale, ce qui me permet, quand je suis seul bien entendu, de ne pas avoir à saisir de texte au clavier, et ça va relativement vite, et plus on l'utilise, plus elle est fiable, et je trouve qu'aujourd'hui, quand je dicte un texte, ça m'arrive de devoir le retoucher, mais on va dire que dans 95% des cas dans mon texte, ce que j'ai dicté correspond avec ce qui apparaît à l'écran. Ok. Écoute, c'est très clair. Donc je remonte vos messages, je continue pour essayer de trouver vos demandes par rapport à la touch bar. Et pour essayer d'ailleurs sur le clavier, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Titus Andronicus qui nous demande s'il n'y a pas un mode sourdine sur le clavier. Donc là, je pense que pour le coup, ça ne doit pas pouvoir être possible, ça. Je pense pas, le bruit il est vraiment mécanique, hein, il est pas. Voilà, c'est mécanique. C'est pas un bruit. Je pense pas que le bruit soit généré par les haut-parleurs pour reproduire le bruit d'un vieux clavier. Non, c'est vraiment l'impact des touches, quoi. Watch TV, la seule émission capable de vous parler 10 minutes d'un clavier de portable. Bravo les gars. Passons à la suite. Alors, Fabrice, c'est bien parce que pendant qu'on parle de tout ça, il y en a quand même qui scrutent apparemment ce que je fais sur le clavier et la manière dont la touch bar évolue. Fabrice Sainton notamment nous dit que la barre OLED est très réactive. Alors, oui, c'est vrai qu'elle est très réactive. Moi, je suis particulièrement impressionné par ce nouvel appendice. On en parlait tout à l'heure. Élie, toi, tu disais que dans ta première prise en main, tu étais moins enthousiaste que moi. Alors, c'est peut-être... De quel droit, d'abord? Parce que chacun a son avis, et peut-être parce que d'abord, j'étais dans mauvaise foi. Mon hashtag mauvaise foi, et ensuite parce que peut-être que moi j'ai pas eu dans la machine encore tous les logiciels de démo installés que tu as toi. Moi j'ai eu la machine de base telle qu'elle est livrée à un client lambda, c'est-à-dire que il y a les logiciels habituels Apple. J'ai pas testé Final Cut, j'ai pas encore eu le temps depuis hier d'installer une bibliothèque iPhoto digne de ce nom pour pouvoir faire les défilements des photos, et j'ai pas ma collection de documents parce que ce n'est pas ma machine perso. Donc c'est quelqu'un qui démarre un ordinateur, et il a les applis de base, et donc il n'y a pas toutes les subtilités qu'on a pu voir lors des démos. Mais j'ai trouvé ça très agréable, mais ça n'a pas été un effet waouh, quoi. J'ai trouvé ça sympa. Comme d'hab, en fait, c'est à l'usage qu'on verra l'intérêt de la chose, en fait, je pense. Oui, je crois aussi. Et puis, j'ai pas encore passé beaucoup de temps dessus. Hein. Honnêtement, je l'ai déballé hier soir vers 23h30.
J'ai un peu joué avec, et puis après, aujourd'hui, pendant la journée, j'ai pas eu 2 minutes pour l'essayer. Donc ça a été vraiment une prise en main très rapide, tard le soir. Parce que c'était après le match, il faut le dire. Donc nous avons gagné. Je dis donc ça là, a priori, Benjamin, on voit QuickType, hein, donc qui permet de suggérer les mots que tu veux donc rajouter à ta phrase. Et a priori, ça m'a l'air comme sur iPhone et sur iPad, donc aussi rapide, et la prédiction est plutôt de bonne qualité si j'en juge à ce que tu étais en train de décrire. Ça, c'est vrai que la prédiction est vraiment bonne. Un des trucs, je vais faire un peu dans le positif, un des trucs très sympas, quand tu lances Safari, tu as les icônes des principaux sites, ceux qui sont dans tes favoris, qui apparaissent dans la touch bar. Avec l'icône, cool. Par exemple, CNN, Google, Apple, etc. Et c'est très joli parce que c'est très coloré. Donc, si Benjamin peut lancer Safari, voilà, vous verrez des navigateurs. Bon, vous verrez les sites les plus utilisés sur cette machine. Donc, évidemment, il y aura lance Safari. Eli, alors, vas-y. Moi, je suis là pour obéir à vos ordres aujourd'hui. Donc, lance Safari, Benjamin. Je vous dis juste Safari. Mauvaise commutation. J'ai juste lancé note, effectivement, Eli et Eddy, et j'ai commencé à taper une phrase, j'ai commencé à taper « je suis », et ensuite j'ai uniquement suivi les propositions de mots qui apparaissaient dans la touch bar. Ça donne une phrase assez bizarre, mais « je suis pas d'accord avec toi sur le terrain pour les autres pays ». Et je continue, européen de souche, d'accord, qui très bien. Réclame, d'accord, pourquoi pas, la tête, ok. Oui. Championnat, voilà. Mais est-ce que c'est pas de la poésie moderne tout ça? D'Espagne, excellent. Mais ça a déjà été fait en fait. Il y a déjà un artiste qui effectivement a fait ça, qui a fait. Je crois même qu'il y a une chanson qui a été composée. Il faudrait que je retrouve la référence. Il y a un gars qui a fait des chansons en fait à partir des textes composés par la suggestion automatique de. Clairement, du Mac. je pense que là il y a de quoi faire un livre. Hein. Et je crois que les surréalistes auraient adoré ça. Ah ouais. Mais c'est clair. C'est totalement voilà. C'est du Pérec en fait, hein, ni plus ni moins. C'est marrant, c'est rigolo. Bon, alors je ferme note. Donc, vous voulez que je lance Safari? Mais oui. Non, Safari. Allez, je lance Safari. Alors. Oh, il n'y a pas les petites icônes, il y a recherche du nom d'un site, c'est moche. Recherche le nom d'un site. Vas-y. Est-ce que tu as dans tes favoris, est-ce que tu as des sites, Benjamin? Bah là, c'est un Mac tout neuf, tu vois, donc. D'accord. C'est moche. Si j'avais restauré mon Mac sur celui-là, je l'aurais. J'ai que 500 gigas, j'aurais jamais tenu déjà. Donc, pour l'instant, il est quasiment vide. Donc, je peux tout faire. Ah ouais. Ah bah voilà ce dont on parlait. Vas-y, retape A par exemple. Hop. Si je vais sur Watch TV, je vois Guillaume. Voilà. Ouais, c'est bien fichu. Effectivement, c'est bien, hein. Ah, c'est bien. Et effectivement. Et quand tu fais une recherche de site, tu vas avoir les icônes des sites. Effectivement, j'ai pas de son. C'est très dommage. Bouh, remboursé. Alors dis-moi, Elie, je t'écoute. Oui, non, je disais, si tu commences à faire une recherche de site, tu vas avoir les icônes des sites correspondantes qui vont apparaître. Alors une petite recherche de site. Et voilà. Voilà. Là, j'ai cliqué juste sur la barre d'adresse. Oui, et tu as Apple, tu as Yahoo, Bing, Google, Wikipédia, Facebook, Twitter et LinkedIn. C'est magnifique. Pas mal. Moi, je l'ai fait parce que dans notre machine, évidemment, il y a du contenu de démo Apple, puisque c'est une machine de démo. Donc, il y a les sites principaux qu'Apple veut que les clients consultent. Et bon, il y a des trucs du style CNN, etc. Donc, il y a iCloud, bien sûr, comme tu viens de le faire. Et moi, je trouve ça très agréable. Ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Alors, comment je l'ai fait défiler comme ça, hein, c'est ça, voilà. Je l'ai fait défiler comme ça. C'est ça. Mais j'en ai très peu parce que c'est directement lié aux favoris. C'est ça. C'est ça, oui. D'accord, donc ces favoris-là sont pré-programmés. Oui, mais en fait, je crois qu'ils sont présents sur tous les Safari, en fait. Même sur mon iMac, par exemple, c'est les mêmes favoris par défaut. Ok, alors on va ajouter celui-là. Bon, c'est une question qui peut être un peu piège parce que tu peux faire une démo à quelqu'un, tu lances Safari et tu vas voir dans les icônes YouPorn, Playboy, etc. Bon. Pas terrible. Pas terrible. Je vais ajouter un signet pour voir ce qui se passe, tiens. It is politiquement correct.
Alors, j'ai ajouté un signet. Voilà. Est-ce qu'il se retrouve ici? Pas du tout. Moche. Ah, est-ce que tu peux pas le customiser dans ce cas la touch bar pour mettre les liens que tu veux? J'ai ajouté Watch TV. D'accord. Ah si, Est-ce que c'est pas le premier? Oui, le premier à gauche. C'est bon. Vous voyez cette petite crotte là? Pas du tout au bon format. Donc je pense qu'il doit y avoir un moyen effectivement d'injecter dans Safari ou dans le site une image qui va correspondre aux besoins de la touch bar, parce que en fait Watch est là. Là je vais revenir sur apple.com, et si j'essaie de revenir sur Watch en cliquant ici, ouais, c'est bien ça. Oui, mais tu as vu que les boutons sont en fait redesignés, hein, donc il doit y avoir certainement une notice pour les développeurs en disant voilà, pour la touch bar, vous allez nous faire une icône de telle dimension et vous allez l'appeler de telle façon, de façon à ce qu'on la retrouve. Parce que celle-là, c'est typiquement celle qu'on crée pour la barre d'adresse du navigateur, et pas du tout pour la touch bar quand on crée un site. Donc, alors que les autres, tu vois, même la pomme Apple, il y a du gris autour. Les autres, on voit bien que ça a été redesigné pour la touch bar. Hein. Facebook, normalement, l'icône n'est pas du tout comme ça. Hein. Bon. Si vous avez un lien pour qu'on puisse designer l'icône qui va se mettre là, je suis preneur, parce que là c'est pas beau du tout là. Non, mais en fait, il y a une cabase, en fait, il y a plein d'éléments qui expliquent comment faire quels sont les éléments autorisés pour le développement de la touch bar. Et on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas conçu pour certains usages, c'est conçu que pour d'autres. Après, il y a des applications totalement indispensables maintenant pour la touch bar, en particulier l'application K2000, qui vous permet d'avoir le look de Kit, le petit jauge rouge là, qui passe d'un côté à l'autre. Yes. Donc ça, voilà, et pour ça, je pense qu'il faut s'acheter une touch bar, c'est quelle un MacBook. Comment s'appelle l'appli? Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Faudrait que je retrouve je vais essayer de retrouver le lien, mais oui, ça existe en tout cas. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire tenir Doom dans la touch bar. Donc le jeu. Ça, aussi. Ouais. Doom dans la touch bar? Oui. Ouais. C'est quoi cette blague? C'est un peu limité, mais tu as un petit personnage qui se déplace et comme tu étais dans un corridor et dans une sorte de labyrinthe, tu peux shooter les méchants et tout. D'accord. Donc il y a une application, donc c'est Night Touch Bar 2000, et elle est disponible sur GitHub. Knight, K-N-I-G-H-T évidemment, hein, puisque c'est Michael Knight dans la série. Et ça vous permet donc d'avoir la jauge, le petit machin de Kit là devant, rouge là, qui défile, donc sur votre MacBook Pro, donc c'est absolument indispensable évidemment, pensez bien. Et dans le même ordre d'idée, j'avais vu aussi un petit programme qui permettait de faire défiler des sushis sur la touch bar. Oui, il y a plein de trucs débiles qui ont été faits déjà avec. C'est très bon. Bon, voilà. En tout cas, ce qui ressort quand on l'utilise, qu'on l'a sous la main et sous les yeux, c'est que elle est effectivement, elle est extrêmement souple et flexible, c'est qu'elle s'adapte vraiment aux différents logiciels qui ont été adaptés pour elle. Et moi, je la trouve très, très agréable à utiliser. Ce qui m'a un peu troublé en revanche, c'est notamment tout à l'heure quand j'ai utilisé le Touch ID là, pour le déverrouiller, c'est que du coup, on se met dans une attitude d'utilisation tactile. Et je me suis surpris à vouloir cliquer sur l'écran pour fermer une fenêtre. C'est marrant parce qu'il m'est arrivé. Hein? C'est marrant parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose hier quand je l'ai essayé. C'est vrai? J'ai commencé à utiliser la touch bar et puis 2-3 fois j'étais en train de taper sur l'écran et il ne se passait rien. Et donc je me suis dit c'est pas possible. Et je me suis dit mais attends, je suis sur un Mac. Oui. Ça c'est un peu troublant. Du coup, on utilise la touch bar. On a ce réflexe de vouloir toucher l'écran, on se rend compte que c'est pas possible et donc on revient sur le trackpad. Et là, de ce point de vue-là, on perd un peu de temps forcément, mais je pense que c'est une question d'adaptation. Question d'habitude. Oui, question d'adaptation. C'est vrai qu'après, en plus, on a des réflexes qui sont liés à des barres de fonction, des touches de fonction qu'on a eu depuis 40 ans sur notre clavier, un peu moins sur les Mac. Donc forcément, il y a des réflexes qui vont changer, mais on voit malgré tout que
il y a de l'intérêt d'avoir des touches qui changent et qui sont plus adaptées. Par exemple, c'est vrai que le coup des signés dans Safari, moi je trouve ça top. Enfin, parce que le nombre de fois où c'est vrai que j'ai des raccourcis clavier pour certains. Je sais que j'ai des raccourcis clavier pour les sites les plus utilisés, mais je me rappelle jamais desquels. Enfin, si vous faites commande 1, commande F1, commande F2 sur le Mac, normalement ça lance les signés par ordre dans lequel ils sont placés dans la barre de favoris. Je ne me rappelle jamais de quel signet j'utilisais sur les touches. Voilà. Le fait qu'on puisse les voir directement sur la barre de signet, enfin sur la touch bar, je trouve ça très bien. Ça donne un accès beaucoup plus rapide aussi. Donc on continue. Et voilà, donc en attendant, le site dont on a parlé, et vous avez la touch bar qui apparaît. Donc, sauf que j'ai appuyé sur un truc. Alors c'est quel site, dis-moi Knight Touch Bar 2000. Alors je vais le faire là. Knight comme le chevalier. Oui. Oui. Et vous avez donc l'icône de la voiture et vous avez donc... Ouais, mais en plein écran, qu'on le voit bien. En plein écran, la vidéo. Ah, non, c'est en combien de mots? Un seul mot. Knight j'ai un GitHub. C'est pas ça? C'est sur GitHub, ouais. C'est oui, sur GitHub. Oui, absolument. Ouais. Alors... On va pas y passer la soirée non plus, mais bon. Non, c'était rigolo en tout cas. Mais c'est rigolo. Bah, disons qu'après, voilà, ça montre surtout le. Alors, la grande question que moi je me pose, c'est quand est-ce qu'il y aura des applications porno qui tireront parti de la touch bar? C'est-à-dire ça arrivera assez vite, je pense. Je laisse à tous les gens aux esprits pervers décider de ce que ça pourrait donner, mais forcément, ça va arriver. La question, c'est quand? D'accord. Bon, effectivement. Oui, pourquoi pas. Bon, vous m'expliquez. Benjamin, faut être honnête. Dans la technologie, ce qui pousse les technologies, ça a toujours été le porno. C'est qu'on vrai. on aime ça ou pas. Mais l'essor de la vidéo, l'essor de Canal+, l'essor de plein de technologies, d'Internet, etc., a été lié au sexe. Donc, la touch bar, ça sera sûrement la même chose. Faut pas se leurrer. Probablement. Je remonte. Je suis sûr, dans 6 mois, il y a des sites qui en tirent parti. J'en suis sûr. Je remonte vos tweets parce que vous réagissez, vous posez pas mal de questions. Alors, le bruit du clavier, ça vous intéresse parce qu'apparemment, ça vous pose un souci. Et je crois que Guillaume voulait revenir sur le bruit du clavier. 27 pouces, parce que oui, mais c'est pas du tout le même Mac, donc c'est plus difficile de transporter un iMac 27 pouces quand même. Oui. D'ailleurs, tiens, vos tweets, ils sont à l'écran. Donc, faudrait que je retrouve la photo de ce gars qui avait emmené un iMac dans le train quand même pour l'utiliser. Je te jure. Je me souviens. Sur la barre OLED, Céline nous dit « Je pensais que la barre OLED était bien plus haute. Ce n'est pas le cas, donc vraiment top la prédiction. » Alors, une question de Thierry. Est-ce que les notes protégées via le Touch ID de l'iPhone peuvent être déverrouillées via le Touch ID du MacBook Pro? On fait la question. Alors, est-ce que les notes protégées via le Touch ID de l'iPhone peuvent être déverrouillées via le Touch ID du MacBook Pro? Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut les verrouiller et déverrouiller par le Touch ID? Sûrement. Enfin, j'espère que oui. Sinon, à mon avis, ça arrivera dans le futur. Alors, il faut que j'essaie. Je vais essayer tout de suite si j'y arrive, parce qu'en fait, je n'ai jamais verrouillé de notes dans Notes. Alors, petit tutoriel. Comment verrouiller une note dans votre Mac? Dans l'application de notes, vous créez une note et vous avez un petit bouton de verrou en haut à gauche de l'écran qui permet de créer une note sécurisée. Alors attends, parce qu'il faut déjà que j'aille au bon endroit. Et je crois qu'il faut au préalable avoir défini un mot de passe, il me semble, pour la note. Tout à fait. Pour les notes. Alors attends, je crée une note, voilà. Je tape un mot, voilà. Et comment je fais pour la verrouiller? Eh ben, tu verrouilles ta note sur le Mac, hein, tu le fais. Hein, tu fais sur le Mac, là, pour le coup. Ah bon? Oui. Et sur le Mac, exactement. C'était dans l'application note du Mac. verrouillée sur l'iPhone. Ouais, mais déjà, tu regardes sur l'application note du Mac. La note sur l'iPhone. Mais normalement, toutes les actions qui vous demandent d'afficher un dialogue de sécurité sur le Mac peuvent être déverrouillées en fait. Par exemple, si vous activez une préférence qui demande l'autorisation en tapant un nom d'administrateur et mot de passe, tous ces dialogues-là, vous pouvez utiliser le Touch ID à la place du mot de passe. Alors effectivement, dans Notes, il y a effectivement un petit cadenas et si je clique dessus, ça me propose de verrouiller cette note. Ce que je vais donc faire. Ouais, verrouille. Et après, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. Dans la touch bar, tu as un bouton définir le mot de passe, t'as vu? C'est la classe. Alors je tape un mot de passe là, voilà. Voilà. Définir le mot de passe.
Et en fait, si ça marche très bien. Choisissez fermer toutes les notes. Ok, donc je fais OK. Donc elle apparaît comme. Verrouillé. Non, elle apparaît comme déverrouillée. Alors, faut la verrouiller. Faut la verrouiller. Il faut que tu quittes et que tu reviennes sinon. Et là, elle va apparaître verrouillée. Si tu cliques sur le cadenas, tu as verrouillé qui apparaît. Verrouiller la note. Oui, bien sûr. Mais non, parce elle est déverrouillée. Hein. Alors, si tu recliques sur le cadenas en haut de l'écran, tu peux après choisir verrouiller la note. Oui. Alors. Sinon, tu quittes l'application note et ça va verrouiller. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ben ça marche. Enfin, moi, j'y arrive pas parce que elle est déverrouillée et quand je clique dessus, il me propose. Non, mais sur le cadenas de la quitte déverrouiller. l'application. Quitte l'application note. Ah, il faut cliquer. D'accord. Et pourquoi pourquoi il faut la quitter? Non, mais déjà pour gagner du temps. Après, c'est pas logique. tu vas voir que ça marche aussi. Dépêche-toi, on n'a plus que 8 minutes d'émission. Ouais, mais attends, on recommencera. Voilà. Quitte et relance. Non, ça marche pas. Ah. Ça marche pas ou alors je suis pas doué. On va prendre la réponse 2 alors. Bon, attends, parce que Alors, Ellie est là, arrivée en 2 secondes, la note alors est que moi, verrouillée. Et donc la réponse, parce que là, elle apparaît comme verrouillée, quand tu cliques dessus, il te propose immédiatement d'appuyer sur Touch ID pour la déverrouiller. Et donc, voilà, il vient de la déverrouiller. Donc ça marche parfaitement. Mais la question, c'était, est-ce que justement une note créée sur un iPhone qui a été verrouillée, est-ce qu'on peut la déverrouiller directement avec le Touch ID sur un Mac? Si on utilise, je pense, mais je n'ai pas essayé, si on utilise le trousseau iCloud, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Mais il faudrait que ça soit sur mon Mac ou que je synchronise celui-là sur ma session iCloud, ce qui peut poser d'autres problèmes, vu que c'est une machine de démo publique du magasin. Mais quand j'aurai le mien, je pourrais vous répondre, mais normalement, il n'y a pas de raison. Alors, bon, je suis un peu lent, hein, donc j'ai réussi à verrouiller la note. Bravo. Pas mal. Pas mal, c'est un bon début. Vous voyez là, hop, Oui. Utilisez Touch ID pour voir cette note. D'accord? Avec le petit effet avec la flèche d'ailleurs. Et voilà. La note est déverrouillée, je peux l'afficher à l'écran. Voilà. Mais la question, c'est qu'elle ne vient pas de ton iPhone, donc on ne sait pas si ça marche à travers iCloud ou pas. Exactement. Mais ça, alors, vous savez quoi, alors, très, très honnêtement, comme on a des petits soucis de son et que certains d'entre vous sont forcément un peu lésés ce soir, je pense qu'on a fait une bonne première partie. On va se dire que la semaine prochaine, on continue cette démo, parce que là, évidemment, on va pas du tout avoir le temps de tout couvrir, vu qu'il nous reste 3 minutes à peu près. On a effectivement toute la partie photo, on a Final Cut, on a plein de choses comme ça. Juste quand même pour vous dire que j'ai buté sur 2 problèmes. D'abord, je n'ai pas pu avoir accès notamment à Office, qui est en cours de développement, dont la sortie est prévue, je crois, fin d'année ou début d'année prochaine, à une date qui n'est pas encore précisée. J'ai la liste d'ailleurs des applis qui sont en cours de développement avec une optimisation pour la touch bar. Donc il y a Photoshop d'ici la fin de l'année. Oui. Office, Outlook, Skype, en fait il n'y a pas de date donnée par Microsoft. Il y a des logiciels comme DaVinci Resolve, qui est un logiciel d'étalonnage, de colorimétrie pour la vidéo. Pareil, il n'y a pas de date. Assez proche de nous, il y a des logiciels comme Sketch, Photo, qui doivent arriver soit entre la fin novembre et le mois de décembre. Et puis il y a une série de logiciels qui sont déjà disponibles, il n'y en a pas énormément, mais il y en a une quinzaine. DJ Pro, Pixelmator, One Password, OmniGraffle et Live Home 3D version 3.1. Voilà. Et d'ailleurs, dès qu'on va sur l'App Store, dans la première page, il y a des applis optimisées pour la touch bar. Absolument. Elles sont identifiées par un logo, et donc on les reconnaît. Il y a un autre point aussi que je voulais préciser auprès de vous. Si vous ne voyez pas le contenu de mon écran, c'est que bien que j'ai été en contact avec Apple jusqu'à cet après-midi, ils n'ont pas pu me fournir d'adaptateurs qui sortent en HDMI. Alors je pense qu'ils existent chez des tiers en USB-C. Je ne sais pas s'ils marchent, mais en tout cas, il y en a même plusieurs. Ils n'ont pas pu m'en fournir. Juste, ça fait la transition, Ellie, vers les adaptateurs que tu as toi,
Est-ce que tu peux nous les montrer? Absolument. Je vous ai fait un petit best-of d'abord du non-Apple parce que c'est ce qu'on voit un peu moins bien. Donc, on en a parlé, l'adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet. Donc, ça, c'est disponible. Ensuite, ils ont fait un petit port, et on en parlait justement maintenant. Pardon, j'essaie de le mettre à l'écran qu'on le voit. USB-C avec HDMI et USB 3. Donc, voilà. Donc, et puis, tu peux me le donc, montrer celui-là? Bien sûr. Donc ça, c'est un produit à 49 €, donc c'est 10 € de moins que celui d'Apple, parce qu'Apple a le même. Hein. Ah bah c'est ça qu'il me fallait. Tu vois, regarde. C'est ça qu'il me fallait. Alors, ben, je te montre le même chez Apple, parce que je l'ai aussi. Alors, tadam! Alors cette référence-là m'intéresse, Ellie. Regarde, tu vois, ça c'est celui d'Apple. Donc Digital AV multiport adapteur, normalement vendu 89 €. Mais Apple l'a mis à 59 € pour l'instant, jusqu'à la fin décembre. Profitez-en, ça ne durera pas. Voilà, donc, 59, 49. Et le dernier, c'est celui que je te conseille, bien sûr, Benjamin, parce que ça, c'est pour le Power User. C'est ça, c'est chez LMP. Alors, attendez, je le centre. C'est un mini dock. Et donc, lui, par contre, il est totalement diabolique parce que regardez tout ce qu'il y a dedans. Ils ont mis tout ce qu'on peut mettre. Donc, il y a l'USB-C, il y a du Gigabit Ethernet, il y a du SD card, il y a du micro SD, il y a du HDMI et 3 ports USB pour 99 €. Donc là, c'est diabolique, il y a absolument tout. Waouh. Bon, tu nous mets la référence, tu me l'envoies aussi, ça m'intéresse. Bien sûr. Il faut qu'on se quitte, les amis, parce qu'on arrive à la fin de cette heure. Je vais juste finir sur l'histoire des notes. Pardon? Je vais juste finir sur l'histoire des notes. Non, on n'a pas le temps parce qu'on va être coupé. Eh ben dommage. Dans 20 secondes, Guillaume. Donc, bisous. il vaut mieux qu'on se dise au revoir correctement. On continue la semaine prochaine si vous êtes dispo. On entrera dans le lourd, les gros fichiers, les photos, la vidéo, etc. Alors, il faut 2 fois. Et puis pour ceux qui n'avaient pas le son, je préfère qu'on puisse se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième partie. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'iWeek à 20h le mercredi. Salut à tous. Bonne soirée tout le monde. Salut.